Non mais Peppo, en fait, tu dis n'importe quoi. Arrête d'accuser les Chinois tout le temps. D'autant plus que dans les années 70, avec l'arrivée des Japonais, c'était exactement pareil que maintenant. Non, mais en fait, t'as rien compris. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Je vais t'expliquer. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient d'arriver à Milan, à la Fiera Milano, à EICMA 2025. C'est qu'on a tout de suite, dès qu'on passe les portes des premiers halls de cette exposition, un œil sur une tendance. Mais c'est-à-dire qu'on l'a tout de suite. Donc là, on va rentrer dans la Fiera et on va regarder ce qu'on trouve immédiatement au passage de la porte. Donc qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire qu'ici, on est en Italie, c'est une sorte de pays éprouvette. Les Italiens roulent avant les autres en voiture électrique. Les Italiens ont surfé sur la mode des véhicules américains. Les Italiens sont éternellement passionnés. C'est une culture du terroir, la moto, la mécanique, la compétition. Et ça veut dire que dans ce pays-là, on arrive à leur fourguer des merdes chinoises. Alors, stand Hero, stand Lundwan, je sais pas quoi, Mekuyanski. Alors vous allez me dire oui, Peppo, arrête d'attaquer le marché chinois, en veux-tu, en voilà. Et je vais vous dire une chose importante, c'est que vous me rappelez souvent dans les commentaires que le marché japonais, quand il est arrivé, n'était pas crédible. Sauf que quand le marché japonais est arrivé en Europe et en France, les gens déjà n'avaient pas internet. Ils avaient des références, on va dire, assez disparates. Sur le monde de la compétition, sur le monde de la moto, à part leurs propres références et quelques magazines, voilà, c'était assez diffus. Forcément, on implantait des motos d'une contrée lointaine qui venaient du Japon, donc des Honda, des Yamaha, des Kawasaki, des Suzuki, au milieu des Norton, des Triumph qui freinaient pas, qui n'étaient pas fiables. Voilà, ça ne pouvait que faire bizarre à cette époque-là. Sauf que les Japonais avaient une ambition de supériorité technique, ils avaient une ambition d'amélioration. Leur devise, c'était copier pour améliorer. Et qu'aujourd'hui, on est à l'opposé total de cette ambition-là. On tombe sur le pire du marché chinois, le moins qualitatif, le plus bas de gamme. On vous vend du Revival avec des moteurs de 125 XLS, refabriqués, copiés, de mauvaise qualité. Les Chinois là sont là pour copier, ils sont là pour mettre en œuvre des reproductions des codes qui existent sur les marques qui marchent, donc pour arriver à vendre leur merde en plastique et en papier mâché, sous prétexte que c'est vendu à des prix, on va dire, assez accessibles, c'est forcément peu qualitatif. La qualité à bas prix, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Alors, il y a une vraie perte de connaissances et une vraie perte de repères et de culture générale dans notre époque à l'heure actuelle, mais cependant, est-ce qu'on va tous se positionner sur le marché chinois en disant « Regardez, j'ai acheté là derrière Fukumshi Masung Mekuyanski à 3500 €, 700 cm3, machin. » Bah oui, on te la garantit 2 ans sur le papier, il n'y a rien, il n'y a pas de réseau. Les fonderies, c'est de la merde, les roulements, c'est de la merde, les pattes de frein, c'est de la merde, les courroies, les couronnes, c'est de la merde. Tout ça, en fait, c'est du marketing. On vous vend du marketing. Si on détaille par exemple cette petite machine qui fait parfaitement le boulot dans son pays asiatique, on a un moteur qui sur le marché français vaut à peu près 200 balles, donc un Lifan en 125 ou en 110 ça vaut à peu près 200-250 balles. Imaginez ce que coûte à produire le reste de la moto. Alors clairement, on essaye de nous vendre ça en Europe. Nous ne sommes pas un marché de consommateurs de 2 roues. Pour aller chercher un cochon à l'autre bout du village, enfin pas encore, et pour aller chercher un sac de charbon, ce qui est une nécessité dans les autres pays. Nous, on fait de la moto par passion, on fait de la moto parce qu'on adore ça, on est convaincus. Alors les Chinois copient tout et tout le temps. Je vous ai parlé souvent du CT125. Voilà, ça c'est une copie parfaite du 125 CT. On ne peut pas se permettre de parler de qualité, c'est une évidence. Alors toutes ces copies de moteurs qui sont montées initialement sur des dirt bikes, elles sont aujourd'hui dans un salon mondial comme EICMA, alors qu'avant, on n'aurait jamais vu des choses comme ça. Voilà, donc ça c'est de la mécanique de carter moulée à même le sable.
Vraiment, j'ai aucune confiance dans ces produits. Déjà, on voit l'obsolescence des équipements chinois sur les grandes marques. On voit à quel point c'est de mauvaise qualité. Regarde, ce genre de choses. Je veux dire, c'est même pas ébavuré. À un moment, il faut être réaliste. Ça, on dirait que c'était peint à la bombe derrière les fagots. Alors oui, le marché chinois a le droit d'exister, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vous allez en fait cautionner l'effondrement de l'industrie européenne de la moto qui se construit depuis plusieurs décennies avec passion, avec courage? C'est des success stories et des fois des catastrophes, comme certaines marques comme Cagiva qui ont disparu et comme Moto Morini qui est en train de redisparaître. Voilà, mais Moto Morini est une belle preuve que finalement ce marché chinois n'a pas d'ancrage s'il n'y a pas une bonne distribution, une bonne histoire derrière, et si dans la marque il n'y a pas un fondement. Le fondement, c'est la passion. On vous vend une moto parce qu'on est passionné, on l'a fabriquée, on l'a conçue, on l'a couvée, et c'est génial, ça nous plaît. Donc vous avez le droit de vous satisfaire d'une moto chinoise, parce que si vous achetez par exemple une Benelli à 6 000 € qui est une moto chinoise, vous allez faire, mettons, 3 ou 2500 km par an, ça va vous convenir. Mais par contre, nous, et en particulier, moi, j'aime la moto, j'y travaille depuis 1993, ça commence à faire un bail, et je ne peux pas me permettre de cautionner un tel marché, c'est pas possible. Alors à l'inverse des Japonais, on ne peut pas dire que la chinoiserie a pour concept de copier et d'améliorer en fait. La copie, c'est le but de vendre et de fournir un produit sur une niche manquante. La preuve avec, encore une fois, la copie de ce CT125 et la copie de ce Cub tout-terrain. Et tout ça, en fait, ça a envie de s'implanter sur le marché européen à cause du manque de courage, de force industrielle des marques actuelles qui ont peur, en fait, d'implanter ces nouvelles générations de modèles. Parce que eux font de la qualité et que ça leur coûte du fric. Aujourd'hui, c'est la journée des professionnels, donc on est forcément chez les professionnels. On voit des garagistes, des petits revendeurs italiens qui sont en train de s'intéresser à ces produits chinois. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on n'a pas l'offre. On n'a pas l'offre en Europe, ou alors elle est extrêmement réduite. Alors là, il y a quand même un phénomène exceptionnel, c'est qu'on est chez un fabricant de cadres. Et on est choqué parce qu'on vient de découvrir un cadre de Buell. Donc on est quand même bien avancé depuis la fermeture de la marque Buell. Et on tombe sur une reproduction de cadre Buell. Sauf qu'on voit tout de suite que la qualité au niveau de la fabrication, on n'est pas du tout, on va dire, sur le même standard. Parce qu'à la base, les cadres Buell étaient fabriqués dans une boîte qui faisait de l'aérospatiale plus ou moins en Italie. Voilà, donc on est sur de la soudure grossière, de l'assemblage un peu approximatif, mais ça laisse songeur devant la puissance industrielle du marché chinois. C'est complètement marteau là. Ça veut dire en fait qu'il nous reproduit n'importe quel cadre à bas coût, mais évidemment avec une qualité inférieure. En témoignent ces pattes de fixation d'amortisseur à moitié soudées. Voilà, donc il faut savoir à un moment où est-ce qu'on veut se positionner et pourquoi. Est-ce qu'on a envie de vivre avec des produits de merde ou d'acheter de la merde, ou est-ce qu'on a envie de se consacrer à notre passion et de vivre en étant engagé sur ce qu'on achète. Alors on a essayé de parler avec la dame, et en fait la dame est très gentille, mais elle se pointe sur un marché international sans savoir parler anglais ni italien. Alors ça pose quand même question sur la méthode de représentation. Ils sont ici pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est les envahisseurs. Donc là la dame est en train d'appeler son supérieur hiérarchique pour dire que je suis en train de mitrailler de photos le cadre Buell. Nos photos? Ok. C'est un salon ici. It's international representation. D'accord, d'accord. Donc la dame vient de nous dire nos photos alors qu'on est sur un salon de représentation internationale. Elle a senti l'attaque du Pepo envers les Ching Chong. Là, ils sont tous là. Ça signe des contrats avec des équipementiers qui vont vous revendre
le matériel en France et en Europe. Ici, on est dans la zone sensible. C'est la zone sensible. On ne devrait pas filmer, j'ai l'impression. On ne devrait pas me prendre en photo. Voilà, ça discute, ça mange des petits gâteaux. Ça te parle pas là, cette marque? Ah si, bah Rhino, c'est la même que... Il y a une autre marque comme ça. Ça peut être bien, il faut avoir la qualité, mais c'est pas la copie pour améliorer, c'est la copie pour vendre. Là, on a le témoin du consommateur parfait, Damien, mon petit ami du jour. Il est en train de jouir devant des sacs qui s'appellent Rhino Walk. Il est en train de subir une jouissance intense là. Il touche la cam, il découvre tel le trail-list de 2020. Oh, vas-y, retouche, montre-moi comme tu as du plaisir à toucher le produit. Vas-y, montre-moi. Oh là là, oh là là. Alors là, il est en pleine jouissance là. En fait, il découvre cette fantastique possibilité d'amplitude, de découverte des grands espaces avec son sac chinois de merde qui se déchirera dans 30 km parce qu'il n'aura pas supporté la chauffe ou qu'il aura pris l'eau. Qu'est-ce qui te plaît là dans ce genre de cam, Damien? Là, on est en train de regarder ça. Ce qui me plaît, c'est qu'en apparence, on est sur du matériel qui ressemble à du Kriga, à du Mosco, en tout cas en apparence. Après, bon, on voit bien que tout ce qui est finition, boucle et compagnie, voilà, ça ne sera pas aussi costaud. Maintenant, il faudra voir le prix. Ça peut faire le job pour quelqu'un qui attend pas forcément quelque chose de hyper technique. Bon, ça c'est de la bagagerie, on en a toujours besoin, ça fait pas trop de mal d'acheter de la bagagerie. Mais multiplié par X plus X plus X, les entrepreneurs en Europe, ils vendent plus rien, on se retrouve avec une omniprésence du marché chinois. Ben, moi j'ai pas envie de vivre comme ça plus tard les gars. L'Italie est devenue une grande force industrielle en Europe, on est quasiment au 4e niveau si je ne dis pas de bêtises en Europe, au niveau de l'Italie. Le petit fabricant en Italie, il y en a plein qui veulent se spécialiser, qui veulent construire des machines, parce que c'est plus facile de faire ça en Italie qu'en France. Il vient à l'EICMA sur la journée pro, il trouve les moteurs, il trouve les batteries et il trouve les composants. Mais après, c'est un choix qualitatif à faire. Est-ce que tu as envie d'acheter de la merde et de proposer de la merde? Parce que les Chinois peuvent faire autant de la très haute qualité que de la grosse daube. Bon, je les filme pas parce qu'ils aiment pas ça, mais là ils nous ont sorti un petit engin vraiment cool. C'est une espèce de plateforme utilitaire avec 2 moteurs électriques. Un moteur à gauche et un moteur à droite. Mais là on vient de voir une chose en fait qui est vraiment très représentative, c'est que les Chinois savent fabriquer des choses utiles qui sont réparables. C'est le cas de cette plateforme, on va dire de transport qu'on vient de voir, qui est proposée avec un moteur thermique, avec un moteur électrique. Ah bah là je dis oui, mais tu mets ça dans les campagnes, bah ça c'est des choses qui sont plus produites aujourd'hui, c'est dispo en électrique et en thermique. Bah, je veux dire à ce prix-là, d'accord. On sait qu'on achète du pas cher, on peut souder, on peut y bricoler, les pièces sont dispo sur AliExpress, on n'est pas sur un domaine passion, voilà. Mais on n'est pas dans le scooter en plastique, là c'est le domaine utile. Passé déjà 5 rangs dans le premier hall pour commencer à avoir une marque connue. Moto Guzzi, comme d'hab, on tombe en amour devant la V100. C'est encore développé avec beaucoup de passion, beaucoup de savoir. Est-ce qu'on prend le risque d'acheter une V100 aujourd'hui à bientôt 14 ou 15 000 euros pour se retrouver avec des problèmes parce qu'elles sont bardées d'électronique? Les écrans TFT, vous voulez tous des écrans 16/9 là sur votre bécane là. Retournez aux écrans aiguilles s'il vous plaît. Quelle beauté cette V100. D'ailleurs c'est l'une des rares GT à être vraiment une GT. Le frappant ici, c'est de passer des composants chinois qu'on vient de voir jusqu'à maintenant à des pièces qui sont bien plus finies. L'écran TFT, ils le trouvent pas dans le lac de Caume. Hein. Voilà. Tout ça là, on retrouve quasiment les mêmes choses sur Zontes et tous ces bordels. On doit faire avec. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une volonté de fabriquer avec passion et de faire de beaux objets. Et bon là chez Moto Guzzi on peut pas se tromper, les objets sont beaux. Voilà, ça me fait battre mon cœur de vieux baroudeur. C'est une ligne qui a été pensée, c'est une ligne qui a été créée pour plaire, ça n'a pas été jeté comme ça dans un seau de confiture et démerdez-vous avec le plastique et le moteur chinois. On est là sur un truc qui fait vibrer, il y a de la vibe quoi,
ça donne une intensité. Moto Guzzi, c'est vraiment quand même une marque qui ne reculera jamais en termes de passion et qui sera toujours là pour satisfaire un côté ou l'autre de tous les motocyclistes. On est devant le stand de Piaggio et il y a le parc Business Invite, donc c'est là où ils font venir leur concessionnaire. Je vais essayer de filmer, mais on est vraiment sur une réunion de la Cosa Nostra. C'est soit un enterrement corse ou un enterrement sicilien et ils tirent toutes les tranches de banquier. On se croirait un peu dans l'Associé du Mal ou le pacte avec le diable. Petit rassemblement Piaggio avec la grosse réunion de travail. Oh là là, ils rigolent pas, ils vont nous vendre des prêts et des leasings à tour de bras alors. En fort, on a cru que c'était du vrai gravier par terre. Bonjour madame. Moi je suis police, dis bonjour madame. Non, je parle français. Ah, tu parles français? Ça vous fait quoi d'être modèle comme ça toute la journée sur la moto? C'est chiant? Non, non. Ah si, tu peux dire la vérité. Hein. Non, I like it, j'aime beaucoup. Toi tu aimes toi? Oui. Eh ben bon courage parce que ça doit quand même pas être facile. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Damien faisait remarquer le modèle, qui à juste titre parle français, mais moi je parlais du modèle de moto, donc la Stormbreaker. Un moteur qui est une copie très pour trait du moteur Harley, les gens ont l'air de s'en contenter. Les usinages, tout semble similaire à ce moteur Harley, et aujourd'hui on est sur le cul quand on voit cette transformation. Mais par contre, on voit tout de suite la différence sur la qualité des composants. Vas-y, recommence ton petit jet. Par exemple, le pilotant Charlet, cette pièce-là, tu peux soulever la moto avec en général. Voilà, là on voit bien. Voilà. Bon, là on voit tout de suite en fait, Si les on a- assemblages sont ultra bas de gamme. Voilà, étrier de frein. Ça c'est un étrier. Bah, la patte elle est sous-dimensionnée, ça va pas. Là, sur le Braos, on était vraiment sur un Braos très épais sur le Sporter. Là, on est sur de la tôle emboutie. Tout est copié. Mais tout n'est pas amélioré. 10 000 euros. Ça coûte 10 000 euros un Stormbreaker. Un Stormbreaker, ça coûte 10 000 balles. Mais ça se vend. Mais ça correspond à un usage qui est sporadique. C'est pour ça que ça se vend. C'est parce que en fait, les gens l'achètent pour aller chercher le pain. À l'époque, on achetait un Sportster pour voyager. Et aujourd'hui, on se permet de proposer une copie de Sportster merdique parce que c'est pour aller chercher le pain. Stormbreaker, c'est Stormbreaker, c'est le modèle. Et la marque, c'est SWM, qui est une marque, on va dire, à tendance enduro-cross italienne, qui est emblématique, qui est artisanale, et marché qui a été racheté par le pays du soleil levant pour le réassembler sous cette forme. D'un côté, Kawasaki avec la KLE 500, et de l'autre côté, SWM avec la Mekuyansky 550. Voilà, alors là, franchement, je suis désolé, mais il n'y a pas besoin de s'approcher à 2 mètres pour qu'on voit que c'est vraiment de la grosse daube. Bon, on va m'excuser pour la dame qui est installée sur la moto, qui est escalée, elle est escalée, mais la moto dessous, c'est compliqué quoi. Moi ça me fait peur, ces femmes là, on dirait des Amazones, il ne manque que des arcs et des flèches pour nous tirer dessus. La fameuse KLE, qui est tant décriée pour sa garde au sol, mais les gars, une KLE, depuis que ça existe, ça n'a pas de garde au sol. KLE, c'est une KLE, c'est un trail à tout faire. Tu vas chercher ton pain, tu vas au travail, tu sautes une bosse, t'es content. Voilà, c'est ça une KLE. Ils ont respecté le concept à la lettre. Ils ont respecté le concept, mais la qualité est là. C'est pas le même tarif tout à fait, mais la qualité est là. Je verrais cette moto sur un stand chinois, badgée avec une marque chinoise. Bah, on dirait, ouais, bon, bah, c'est une énième copie d'une moto chinoise. Alors toi, tu vois ça comme ça, mais moi non. Parce qu'en fait, quand je regarde la KLE 500, il y a des codes au niveau assemblage, au niveau industriel, au niveau de la qualité des composants, au niveau des ajustements. On voit tout de suite qu'on n'est pas sur une marque chinoise. Ouais. Parce que là, au niveau des ajustages, Par exemple. la qualité des plastiques, regarde les ajustages des carénages. Le siège des carénages. C'est déjà bien ajusté, c'est avec un plastique qui est un plastique ABS, qui n'est pas un plastique fondu avec de la Postgeg. Voilà. Là, si on va voir la SWM à côté, au niveau de la qualité des traitements,
des usinages des carters et de la fonderie, la peinture qui permet de recouvrir les carters, on voit tout de suite qu'il y a une différence. On va aller voir sur la SWM après. Ça n'a rien à voir. La qualité des soudures, la finesse, la qualité de la boulonnerie. Là, on est sur une boulonnerie qui n'est pas standardisée. C'est une boulonnerie qui est prévue pour cette bécane avec un traitement spécifique pour l'oxydation, etc. L'ajustement des plastiques. Les nouvelles couleurs comme ça des Kawasaki, bleu-vert, vert-blanc, vert-bleu-blanc, je trouve ça cool. Un constructeur emblématique, c'est un constructeur emblématique. Il y a tout un tas de codes de qualité, de finition de plastique, de métaux choisis. On ne peut pas se tromper. Voilà, bon, on est d'accord, c'est pas le même prix, mais en fait c'est ça. C'est ça la moto, c'est pas le marché des Thermomix. Regarde la taille du stand QJ Motor. Hein. Là, on est sur typiquement au Salon de Lyon, on serait sur un stand Honda là par exemple. On se redit quand même, hein, c'est une journée des professionnels et le stand est plein. Hein. C'est le matin, il est 10h30, 11h. Donc ça suscite de l'intérêt clairement. Hein. Bah, ça suscite de l'intérêt parce que, encore une fois, ils comblent des vides qui ne sont pas comblés par les constructeurs emblématiques. Et c'est toujours là le problème. C'est comme ça que les marques se font niquer. C'est parce qu'elles se font niquer parce qu'elles prennent pas le risque industriel d'implanter quelque chose. Mais là, par exemple, on est devant un 4 cylindres SRK 921 machin truc. Je suis désolé, au niveau de mon ressenti qualité dès le départ en tant que professionnel, je ressens qu'il y a un truc qui cloche. C'est résumé en un mot, tout simplement. Hein. C'est pas plus simple que ça. Voilà. Étrier, copie de Brembo, ça c'est pas du Brembo. La jante, la peinture de la jante, on voit qu'il y a de la peau d'orange, que c'est une fonderie à grande échelle sans aucune volonté qualitative. Ça c'est de l'alu qui casse, hein. On met ça entre les mains de petites boîtes françaises, donc des revendeurs, des artisans. Eux ils ont besoin de bosser donc ils vendent. Donc du coup ils vont vous dire voilà, nous les gars on vous propose QJ Motor, c'est absolument génial. Comme ils vous ont proposé en fait Motor Mori il y a quelques temps. On me propose QJ Motor, c'est cool, achetez, on vous garantit un réseau, on vous garantit que ça va fonctionner, mais on vous met toujours dans les mains ce moteur de merde, copie de Kawasaki, etc. On vous dira oui, il a été fiabilisé, ça va fonctionner, c'est bon, vous pouvez y aller, mais en fait vous achetez une grosse daube. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé là? Le designer, il a pris un balai à chiottes, il a pris un canard WC, il a tout jeté dans sa baignoire et ça a fait une QJ Moto quoi. Et là tout à l'heure, je te parlais des plastiques et de la qualité. Excuse-moi, mais tu vois la différence là? Tu vois la différence? Il n'y a pas de vernis. Déjà il n'y a pas de vernis, donc c'est en mode brillant direct. Regarde, un détail à la con. Désolé. Elle est soudée à même la tige. Guette les soudures de l'échappement mon copain. On est quand même chez des grands fabricants chinois. Là on peut le dire, on est devant la Rhino 900 qui est pas mal passée sur les réseaux sociaux. Ils ont le pouvoir de bien faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, le marché chinois a le pouvoir de bien construire, de bien produire, de faire du quali. C'est une volonté industrielle. Sauf que malgré ça, on arrive à voir dans les codes des choses qui ne vont pas au niveau des traitements, au niveau des assemblages. C'est quoi ça? Ça c'est une pompe à eau. Ah ouais. Ça c'est une pompe à eau qui fonctionne dans l'autre sens parce que c'est de la merde, parce qu'ils l'ont bouché, je sais pas pourquoi. Mais jamais de la vie mec, je mets un bomber QJ Motor. Ce qui est sûr, c'est que les Italiens sont vraiment intensément passionnés par la moto et ça c'est indéniable.
ce qui fait le plus plaisir, hein, c'est vraiment cette énergie qu'il y a sur les salons italiens. À chaque fois, je vous conseille d'aller vraiment à Vérone, à Milan. C'est là qu'il y a le feu à chaque fois sur le 2 roues et que ça marche au max. Là, vous voyez que les clients, ils montent sur les motos 450 rallye, etc. Ça donne envie de se projeter. Techniquement, ça vaut quelque chose. Il y a un rendu. Par contre, il n'y a personne sur le machin Ching Chong là-bas, Ching Chong Custom. Ça marche pas. Aujourd'hui, les Chinois, ce qu'on leur demande, ok, mettez-vous au niveau, les gars. Mettez-vous au niveau de la production internationale. Soyez créatifs avec votre énergie, votre fric, votre puissance industrielle et sortez-nous des trucs quali au prix toujours un petit peu sympa, mais en fait montez le niveau. Là on est surpris chez KOF parce qu'il y a la montée en puissance attendue. On est devant les versions 800X Pro, 800X Touring et 450. Et franchement, on est étonné par la qualité qui augmente. Et en fait, c'est ça qui est satisfaisant, c'est bien. C'est d'avoir une marque qui monte en gamme. Alors, KOF, ils sont arrivés, ils n'ont même pas tenté de tester le marché. Ils sont arrivés avec leur modèle qui était développé en rallye raid. Et ils ont dit, ok les gars, voilà, on va vous proposer ça. Mais ils sont tout de suite rentrés dans un modèle qualitatif. Et ça se voit tout de suite sur les soudures, l'équipement, la visserie. On voit qu'ils ne soudent pas de votre gueule, que déjà, on est sur du sérieux. J'ai envie de dire qu'elle est convaincante. Celle-ci est convaincante. Il y a une qualité une perception de la qualité qui est quand même plus élevée, je trouve. Je pense qu'elle est crédible. Elle est vraiment crédible. Alors BSA, c'est pareil, c'était une belle ambition. Là, on est chez eux. Et franchement, c'est une marque qui a été assez mal implantée au niveau réseau. Les 650 ont connu très vite des problèmes d'injection et des problèmes de motorisation qui étaient très dommageables, pas forcément bien résolus par le réseau. Ça, c'est l'exemple parfait d'une puissance chinoise qui s'approprie un nom industriel, un grand nom industriel du 2 roues et qui le gère mal. Et aujourd'hui, des BSA, on n'en voit quasiment pas sur la route. Hein. C'est quand même pas la folie au niveau, on va dire, nombre d'immatriculations. Mais c'est une moto qui plaît, c'est dommage. Mais le souci, c'est que les panneaux du réseau sont mal gérés. Et là, encore une fois, je pense que les clients ont besoin d'avoir quelqu'un qui réponde à qui on va causer dans la concession. Et encore faut-il qu'il y ait des concessions. Et là, elle est bien équipée, cette machine. Elle a du bon matériel, elle a un beau moteur qui est dérivé d'un bloc Rotax avec du Brembo, avec un bel équipement. Mais bon, il y a encore du boulot, quoi. BSA nous sort la BSA Thunderbolt 350 cm3, une approche réellement intéressante. On voit qu'il y a de la pièce usinée, on voit qu'il y a des efforts sur les assemblages, une vraie création de style, un vrai design affirmé. Mais par contre, là où ça va coincer, c'est sur le moteur, évidemment. On est sur un moteur de fabrication indienne qui n'a rien à voir avec un bloc Royal Enfield. On distingue tout de suite là d'un prime abord qu'au niveau quali, c'est pas ça. Ça, nous, dans le métier, on le sent, on le voit. Et c'est très dommage là parce qu'on a un beau produit et on sait que ça va être compliqué à gérer sur la technique. Génial ça. Alors par contre, il y a un réel effort là sur cette moto. C'est des pièces usinées avec une belle interface graphique pour le compteur, avec un thé de fourche usiné, de la bagagerie vraiment intégrée spécifiquement avec une ligne d'équipement. C'est vraiment très chouette. J'espère pour eux que ça va marcher. Chez BSA, il y a une approche, une philosophie qui est différente, notamment sur les 350 Bantam. Là, on a observé la moto qui est devant nous.
Donc la 3,5 Bantam chez BSA, elle est avec un moteur qui vient de chez Java. Java, un moteur indo chinois. Mais par contre, là sur les assemblages, on est sur une machine qui vaut 3500 €. Comme quoi, on peut quand même arriver à faire quelque chose de quali, de bien assemblé, pour un prix modeste. Franchement, en détaillant cette moto, j'ai pas vu grand chose, j'ai pas vu de faute de goût, j'ai pas vu de choses qui m'ont choqué au niveau technique. Alors évidemment, on est sur des assemblages pour une moto à 3500 balles. Mais ce qu'on a vu au même prix au niveau du marché chinois, ça n'a rien à voir, c'est vraiment de bien plus mauvaise qualité. Bon, il y a des marques qui essayent de creuser un véritable fossé entre ce qu'elles étaient à l'époque et ce qu'elles sont devenues maintenant. On a cette marque, on est chez Fellon & More, c'est un peu bizarre à prononcer. Voilà, Fellon & More au départ, c'est un monocylindre qui s'appelle la Panthère, qui date des années 30. C'était une moto qui était conçue pour pouvoir tirer une caravane à la base. Donc elle était pleine de puissance, pleine de coupe, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Et là ils ont redesigné un espèce de trail Shinchong, un truc un peu dégueulasse sous cette forme. Ça a été designé par Pininfarina. Alors du coup on met un nom anglais qui marche, que personne ne connaît, mais pour essayer de récupérer on va dire une antériorité industrielle. On met un nom italien pour le design et on sort un espèce de frigogidaire blanc façon Whirlpool que les Italiens vont adorer parce que là on est pile poil dans le code de la clientèle italienne. Mais par contre, encore une fois, on retrouve cette espèce de moteur de merde, copie Kawasaki T-Mort. Donc on le badge, bien sûr, on le badge Fellon & More, histoire de bien tromper les gens. Voilà. Alors on met de la brillantine de partout, des petits autocollants, des étriers radio, histoire de faire genre que ça va freiner. Mais où est-ce qu'on va trouver toutes les pièces pour entretenir ces motos en fait? Alors bien sûr là on n'est pas dans l'ingénierie, hein. Chez Fellon & More on est dans le vite fait. Même moi dans mon atelier je me permettrais pas ça. Alors voilà, on a un V-twin de 600 cm3 sur cette Panthère qui correspond à ce que la moto cubait en 1930, mais par contre ça me fait vraiment penser à un vieux 1100 Virago des années 90 et surtout très mauvaise qualité. Alors là on est chez Benda et forcément qu'on en prend plein la vue. Ce qui est sûr c'est que les Chinois mangent chinois. Tout à la baguette mon copain, tout à la sauce de soja, tout on aime. Déjà un flat twin. Un flat twin de 700 cm3, voilà. Un 4 cylindres de 550 cm3. Alors tout ça c'est très impressionnant, hein. C'est très impressionnant. Un 6 cylindres de 1700 cm3 qui ressemble énormément au 6 cylindres de BMW. Voilà, alors en fait ces moteurs là ils existent, ils ont le mérite d'exister, mais quand on voit le temps qu'il faut pour développer une motorisation, quand on voit le temps qu'il faut pour la fiabiliser, la mettre en œuvre,
eux, ils nous sortent des moteurs comme ça en un claquement de doigts. Ça veut dire que la clientèle, elle a changé en fait. La clientèle est différente. Comment nous, dans les magasins de moto, on va faire pour aborder toutes ces marques différentes qui proposent toutes des solutions techniques différentes, des injections différentes sans aucune standardisation. Qui plus est, on est forcément sur un bel emballage, mais à l'intérieur, on sait qu'il y a quand même une notion d'économie. C'est comme ça que fonctionne la Chine. Et ça se voit déjà sur ce moteur-là qui est trimballé de salon en salon. Il commence déjà à y avoir des petites particularités d'oxydation sur les vis. Et au niveau des traitements thermiques, on voit que ça ne tient pas forcément bien le coup. Mais c'est quand même très beau à voir. Alors c'est impressionnant. Alors c'est sûr que pour le kidam lambda, le mec il voit ça, il se dit oh les Chinois c'est les meilleurs, ils sont absolument incroyables. Ouais. Mais par contre quand tu seras en panne, je suis pas sûr que tu tiennes le même langage. Concept P51. Une plateforme hybride avec un moteur électrique qui accompagne un petit flat twin qui va faire à peu près 250 cm3. Alors bon, là on est sur une sorte de proto, on ne peut pas dire grand chose. C'est vrai qu'en matière d'innovation, c'est quand même stupéfiant de voir des choses comme ça. Mais dans le métier de la mécanique moto, il va falloir avoir les reins solides pour s'adapter à ce genre de technologie. Je ne sais pas si ça va venir jusqu'en France, c'est intéressant, mais ça fait autant peur que ça fait envie. On est à côté de Norton et on va pouvoir se rendre compte en fait de la puissance sans commune mesure, de la force sans précédent des industriels qui sont soit indiens, ou soit indo-chinois, ou soit taïwanais, enfin bref, là-bas vers l'Asie. Et là, on va parler de TVS, donc une marque indienne qui a racheté Norton et qui a injecté 200 millions de livres sterling. C'est quand même une sacrée belle somme pour pouvoir remettre debout Norton avec des équipements de chez eux, donc issus de l'ingénierie, du développement et du recherche-développement de chez TVS. Donc d'un côté, on a TVS et de l'autre, on a Norton. Alors je vais vous emmener discretos dans les coulisses, là où tout se négocie, et on va passer devant le bureau. C'est une ambiance très particulière, très tamisée. On se sent tout de suite dans un monde à part. Alors en fait, chez Norton, ils veulent implanter quasiment 200 concessionnaires en Europe dans l'année 2026. Donc on est en pleine recherche de collaborateurs, en pleine recherche de partenaires, et ça discute sévère au cœur des bureaux pour pouvoir sortir ce réseau. Donc TVS veut vraiment implanter un réseau ferme et clairement visible pour rassurer les utilisateurs. Et après, on distingue vraiment deux gammes de motos différentes chez Norton. Donc encore une fois, la gamme vraiment limite, la Qinkai, et le super haut de gamme. Je ne vous raconte pas les moyens qu'il faut pour faire un stand pareil. On est sur un stand qui est sur une somme tout simplement incalculable. Donc TVS a souhaité incarner dans Norton un esprit de super sportive avec un V4 vraiment impressionnant, de très belle qualité. Et pour ça, ils ont implanté une nouvelle usine en Angleterre, à Solihull. Donc c'est déjà pas mal pour les Anglais, ça va leur faire un petit peu de boulot. Et une usine qui n'est pas des moindres parce qu'elle fait plusieurs milliers de mètres carrés pour le développement et l'assemblage des modèles, y compris les modèles qui sont faits sur base de production TVS. Alors la qualité de ce modèle de Norton, donc la Atlas, on va l'appeler vulgairement comme ça, c'est comme ça qu'ils l'ont nommé. Ça n'a rien à voir avec la Norton Atlas de l'époque. Ne fait pas trop rêver, mais d'un prime abord, on a un aspect très plastique. Au niveau motorisation, on est sur une motorisation très bas de gamme, très accessible. Ça ne sera pas très cher.
Mais je pense que Norton a le souhait de diriger sa clientèle vers le premium. Bon, les Chinois, Peppo ils critiquent, mais s'il n'y avait pas le marché asiatique et les Chinois, on n'aurait pas tout le choix multiple de pièces qui nous est proposé, une profusion de matos. Et ici à EICMA, ils sont quasiment tous rassemblés pour pouvoir répondre aux offres des industriels européens qui distribuent sur catalogue. Un petit exemple avec ce qu'on peut trouver dans cette boutique. C'est vrai que là, ils sont vraiment dans leur cœur de métier, ultra adaptatifs, ultra efficaces, ultra compétents. Par exemple, sur un stand, on va pouvoir voir un petit peu d'équipement, et puis sur celui-ci, que des cylindres qui concernent quasiment toute la production de ce qui se fait en modèle courant. Sans cette force de production, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'ambition, on ne peut rien faire. Donc quelque part, on est coincé, on a absolument besoin du marché asiatique. Ça, c'est une évidence pour pouvoir créer les autres marchés et sous-marchés annexes. Mais il faut aussi appeler un chat. Ces gens-là ne doivent pas faire des motos, ils doivent faire des pièces. Et s'ils font des motos, il faut qu'ils les fassent bien. On a changé de hall et on est encore chez les Chinois. Et là on tombe sur ce scooter incroyable qui est maintenu par un gyroscope. Donc en fait ils veulent nous démontrer qu'ils savent gérer l'équilibre, on va dire parallèle d'une moto, et que potentiellement il n'y a plus besoin de savoir tenir l'équilibre pour rouler à deux roues. C'est le message qui veut être transmis par ce constructeur. Ça laisse présager de très belles recherches de panne. Chez CF Moto, c'est un cran au-dessus. Et on a vraiment l'exemple de ce que peut devenir une industrie chinoise pensée et maîtrisée. Et pourtant, ils ont quand même moins de moyens que chez TVS, chez CF Moto. On n'est pas au même niveau que le géant indien. Mais pourtant, ici, c'est vraiment tellement coloré et achalandé en matière de technologie, à tel point qu'ils viennent de sortir cette fabuleuse V4 SR RR qui va atteindre quasiment 210 chevaux. Donc une machine à la pointe de ce qui se fait dans le modèle chinois industriel. Alors elle n'est pas commercialisée encore à l'instant prévu, mais ça serait tardé, je pense, sous 2 à 3 ans, voire 4 ans selon les responsables de la marque. Et surtout, c'est tellement attendu, 1000 MTX qui sont tellement représentatifs de l'esprit CF Moto, avec des nouvelles plateformes et des nouveaux moteurs KTM entièrement repensés, qui sont avec des boîtes 6, des embrayages anti-dribble, des ABS Bosch, en veux-tu, en voilà. Donc on arrive à européaniser le modèle économique chinois avec de l'équipement européen, même quand même conçu par les Chinois, donc ça reste un truc relativement intéressant. Mais là, on a un bon exemple, c'est CF Moto qui est en train de se déchinoisifier pour devenir vraiment quelque chose de très emblématique dans l'esprit des consommateurs moto, en particulier en Italie où tout le monde dit CF Moto. On est chez Yamaha, que dire? Yamaha, heureusement qu'il y a les Chinois pour nous donner du grain à moudre. Franchement, ouais. Heureusement qu'il y a les Chinois pour nous sortir des trucs et critiquer. C'est tristouné là. Et puis pour nous donner
quelque chose à dire, parce que si il n'y avait que Yamaha dans le salon, ben, on n'aurait rien à dire et rien à critiquer. Voilà, comme de petites vieilles dans la rue. En même temps, il y a beaucoup plus de monde sur les stands japonais qu'asiatiques. Et encore que, Voilà. on a pu voir chez Chiefemoto que la tendance est en train d'évoluer. C'est que les Chinois, ils sont ce qu'ils font, ils font ce qu'ils peuvent, mais par contre, ils sont tellement sympas quand on les aborde. Ils se font tellement chier, en fait, à attendre qu'on s'intéresse à leur modèle, et j'avoue qu'ils comprennent pas trop eux-mêmes ce qu'ils font parfois ici. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois, on a affaire à des personnes qui sont absolument charmantes, qui seraient prêts même à laisser leur adresse postale en Chine pour qu'on vienne manger un petit bol de riz et partager un petit saké chez eux. Ce qu'il y a, c'est que ces marques chinoises, elles misent sur quelque chose, c'est qu'elles plaisent aux jeunes, quoi. Elles plaisent aux jeunes. Des prix accessibles, parce que les jeunes vont pas mettre 20 000 € dans une sportive, regarde un peu. Le jeune, là, il a envie d'y acquérir, là, en l'engin, là. Il veut manger du bol de riz sur la route en même temps que les spaghettis. Ils sont tous fans. Bon, ben, en même temps, c'est pour un usage assez restreint. Les kilométrages annuels sont assez faibles. Voilà, on va pas leur jeter la pierre. Si ça leur permet de se faire plaisir, mais ça ne se rentrera pas dans mon garage. Bon, ben, on est chez Moto Morini. Paix à son âme, paix à l'âme de Moto Morini, mais surtout, n'oubliez pas qu'il y a du Peppo dans la Moto Morini X-Skype, parce que dans les vidéos qu'on a fait, où on a suggéré les modifications à faire, et bien finalement ces modifications ont été reprises après sur les modèles par la marque. Alors bon, quelque part j'ai un peu de mon ADN chez Moto Morini, mais Moto Morini va disparaître parce que la Cima lâche l'affaire, Moto Mondo lâche l'affaire en Europe. Alors qu'est-ce qui va se passer pour cette marque qui essaye de nous vendre en veux-tu en voilà la copie de moteur Kawasaki de merde à toutes les sauces, hein, bagger, scrambler, etc. Et c'est très dommage parce qu'il y a des futurs modèles qui arrivent chez Moto Morini qui sont quand même pas trop mal, hein, la 1200 Escape et toutes les nouvelles déclinaisons roadster. Alors ça donnait un petit coup de frais dans la moto italienne. Bah là en France il va falloir attendre, hein, malheureusement. Ouais. Alors il faut savoir qu'en 2025 Moto Morini a vendu en France, je crois, 135 motos. Ça commence à être compliqué. C'est tellement dommage de ne pas pouvoir compter sur cette 1200 Escape qui est vraiment quand même incroyable. Une marque italienne sortie d'outre-tombe. Eh bien mes amis, c'est le calme plat sur ce petit site de la Kiway, de la Morbidelli & Friend. Voilà, il n'y a rien, il n'y a personne. Alors évidemment on est sur un jour pro, mais il y a quand même énormément de monde déjà pour ce premier jour professionnel. Et qu'est-ce qu'on remarque sur ces Morbidelli, c'est qu'on a le même moteur que sur les Benda. Voilà, alors bon, est-ce que ça vous branche de rouler sur des trails qui font 80 chevaux et 260 kg tout en ayant une fiabilité tout de même aléatoire puisque un réseau inexistant? Mais le pire, c'est que chez Morbidelli, ils commencent à reprendre les codes de leurs potes Chiefemoto. Dans la copie de chinois entre chinois. Voilà, cette T502 reprend vraiment les codes de ces CF Moto, hein, avec la 1000 MTX et la fameuse 1002 VX qui pèse un âne mort pour un moteur un peu endémique. Voilà, alors quand on voit que Moto Morini ne s'en sort pas, en France, ça m'étonnerait que Morbidelli arrive à s'imposer sur notre marché avec des motos de ce niveau de qualité en ayant une diffusion responsable et suffisamment quantitative pour tenir le choc. Et au dernier salon de la moto de Paris, on avait déjà Cyclone, donc le dernier salon de la moto qui a eu lieu à Paris, le mondial de la moto, on avait cette marque. Voilà. Alors aujourd'hui, Cyclone réapparaît
renaît de ses cendres. C'est une marque qui avait disparu. On va voir un petit peu ce qu'on nous propose, mais je ne me fais pas trop d'illusions. Voilà, c'est toujours le même modèle. Rien de bien folichon sur la motorisation. On est sur des motos accessibles, grand public, mais qui auront un mal de chien à percer en France. Parce que toujours une fois, toujours pareil, le réseau est absolument inexistant. Mais comme quoi, même dans le marché chinois, ils essayent de nous ressortir les marques qui ont échoué il y a quelques années de ça, et de nous remettre le couvert en exploitant toutes les filiales possibles. Et en multipliant les faisceaux d'activité, c'est comme ça qu'ils arrivent à se distinguer et dire bon ben voilà, celle-là elle marche, celle-là elle marche pas, on fait le ménage. Là regardez la différence de fréquentation entre Suzuki et Benelli. Suzuki c'est encore bien faire des motos malgré tout, puisqu'ils viennent de nous sortir une petite, on va dire, concurrente à la Tracer 700, la SVC GX. Et quoi de mieux qu'un moteur connu, un moteur contenu et maîtrisé au niveau fiabilité pour pouvoir séduire sa clientèle, franchement, et tout ça à un prix plus que modéré évidemment, puisque la plateforme technique est connue, elle est maîtrisée. Voilà, on est envahi de bleu, hein. On voit que chez Suzuki on souhaite élargir la gamme au faisceau GT, avec tout un tas de nouvelles ambitions, dont les ambitions Café Racer, hein, et oui, avec la GSX-8 TT. Suzuki est en train de se sortir les doigts, hein, clairement, pour rester au niveau. Et il y a quand même une certaine diversité qui est en train d'apparaître au niveau de cette marque. Beaucoup plus que chez Yamaha, beaucoup plus que chez Kawasaki, moins que chez Honda évidemment, mais on n'est pas du tout dans le même modèle. Alors mon cher Damien, je t'invite dans un voyage pour pénétrer dans le fantastique stand Honda. Allons-y. Et qu'est-ce que tu fais dans le désert, Damien? Tu es perdu dans la constellation Honda. Je te laisse te jeter dans la galaxie. Vas-y, profite de tous les nouveaux modèles Honda 2026. Mets-toi un gros rail de Honda Kawasaki. Alors là vraiment, autant on n'en a rien à cirer des bécanes, mais le stand, il est beau. C'est quand même une expérience à lui tout seul. Là, il y a des moyens, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 écrans sur, on va dire, 300 mètres carrés. C'est tout simplement hallucinant. Alors là, on sent vraiment que Honda est dans le mode réveil de la force, c'est évident. Ce prototype V3i compressor. Et pourquoi ça fait plaisir? Tout simplement parce que Honda se sert de son passé pour réactiver des expériences, c'est-à-dire que ce modèle a déjà plus ou moins existé dans le passé en deux temps, avec la 250 MVX, moto que très peu connaissent. J'ai un peu Dark Vador là, le teint rouge comme ça, mais c'est pas grave, on est dans l'ambiance un peu volcanique. Alors du coup, ça me fait plaisir parce que Honda réactive son intention de générer de l'ingénierie, de générer de la nouveauté exotique. Voilà, il s'était quand même bien endormi. Et là, je suis content de voir qu'ils nous sortent une nouvelle plateforme. Alors, un 3 cylindres en V, ça n'existe pas actuellement sur le marché. Et imaginons ça sur un trail ou sur une GT avec un compresseur, ça ne peut que être excitant. Voilà, félicitations Honda pour tout ce travail. A noter qu'on peut encore s'asseoir sur l'apparition du CT125 cette année, mais
c'est pas grave puisque les Chinois l'ont produit. Ils ont produit le CT125 et il est sur le salon. Alors, on l'a vu ce matin, c'est la première chose qu'on a vue dès qu'on est arrivé. C'est un peu dommage parce que les Chinois, ils ont mis des gros moyens dans leurs divers produits, que ce soit en termes de marketing, en termes d'apparence, les équipements sur les motos, les staffs engagés, etc. Mais le nom de leur marque, Zontes, Zontes, CF, ils ont pas travaillé sur le glamour, hein, côté nom des motos. Et c'est dommage parce que je pense que ça fait beaucoup. C'est vrai que le naming a vraiment une importance capitale. Tu peux vendre c'est pour ça qu'ils achètent des noms européens. Bah ouais, c'est pour ça qu'ils achètent des noms européens. Mais très vite, on se rend compte de la réalité, technique derrière ces noms européens. Et puis on se dit que c'est de la merde. Cette fois, c'est la consécration. On est chez Hyper Pro et ils ont modifié intégralement un CT125 qui est full équipé, amortisseur, jantes taille et masse, enfin c'est de la folie, je suis un raid amoureux. Incroyable. C'est quand même chouette de pouvoir profiter de ce stand Royal Enfield à l'EICMA 2025 dans le calme. Mais on n'a pas encore toutes les nouveautés attendues. Ils nous ont sorti une 450 Himalayan en version black. Bon bah d'accord, c'est pas trop ce qui nous émoustille aujourd'hui. On attend, et moi j'attends depuis plusieurs années, l'Himalayan. Alors soit 650 ou soit 750, on ne sait pas encore vraiment sous quelle déclinaison elle sera. Mais je pense que ce sera l'un des trails les plus cohérents de la décennie, de par son coût, de par sa fiabilité et son homogénéité. Donc on ne sera pas bien sûr sur une machine performance, c'est pas ce qu'on cherche, mais on sera sur de l'homogénéité avec un truc accessible qui passe partout comme à l'ancienne, et ça sortira sûrement en 2026 ou 2027 selon le développement. Et je trouve ça super intéressant parce qu'au moment où ça va sortir, ils seront aux antipodes de ce qui existera, où tout sera vraiment valorisé dans la technologie et le futur. Et cette Himalayan, vraiment je l'attends, j'ai vraiment hâte qu'elle sorte. Ce sera peut-être l'une des seules motos neuves que j'achèterai de ma vie. Cette 750 Continental GT, elle remporte émotionnellement un suffrage très important chez Pepo. C'est tout ce qu'on aime, vraiment l'ode à la simplicité, à l'efficacité. On cherche ni à aller vite ni doucement, mais à ressentir des trucs cool. Je crois que vraiment la 750 GT, la Continental sera l'outil pour se faire plaisir à pas trop cher sur un café racer. On a demandé au staff de Royal Enfield pour savoir quand cette super Himalayan sortirait. Alors elle sera pas prête pour Lyon. Et déjà, correction par rapport à ce que j'ai dit avant, on sera toujours sur le 650, voilà. Mais dans cette déclinaison trail, il faudra attendre au moins une année avant de l'avoir commercialisé sur le réseau France. Bon, et ben les gars, le EICMA en une journée, bon, c'est pas que c'est reposant, mais c'est que c'est un peu fatigant quand même, les copains. Alors Pepo, il va rentrer chez lui dans sa Savoie, et puis on va débriefer tout ce petit salon avec ses tendances, ses ambiances, ses nouveautés. Voilà. Alors n'oubliez pas que on a monté un groupe Facebook, le Pepo Loco Caneloni Club. Voilà. Vous pouvez nous rejoindre, en fait c'est un groupe qui sert pas à grand chose, mais ça permet d'être connectés ensemble et de pouvoir échanger, en fait, de pouvoir causer. Et puis en tout cas je vous remercie pour les commentaires que vous faites sur cette chaîne, vous êtes toujours hyper bienveillants.
Ça, c'est une chose extrêmement importante pour moi. Et en tout cas, je vous garantis une année 2026 riche en sujets et en motivation pour vous donner du grain à moudre. Voilà. Allez, je rentre chez moi et on débrief.